Yo les mecs, je viens de rentrer des courses et je vais vous montrer tout ce que j'achète au quotidien pour ma semaine. C'est parti. Bon, maintenant que la petite mise en scène d'acteur est passée, on va pouvoir regarder un petit peu tout ça ensemble. Donc c'est vrai que j'en avais parlé dans le vlog numéro 4, 5, je sais plus exactement lequel. On m'avait demandé du coup quelle était un peu ma liste de courses, etc. Et on me demandait quel budget j'avais, etc. Donc c'était assez compliqué de répondre, on va dire précisément. J'avais fait une vidéo où je t'avais montré un peu mes sources de glucides que je consommais, etc. Et là aujourd'hui j'avais un assez bon plein de courses à faire, donc pas non plus le plein de courses de 2 semaines. Hein. Tu vois, moi je fais les courses en général, je les fais en fait 3 fois toutes les 2 semaines, on va dire, tu vois. Donc en gros j'en fais 2 fois ou 1 fois par semaine, tu vois, des courses, et j'en ai à chaque fois pour environ 70-80 euros, on va dire. Donc là j'en ai eu pour 75 euros je crois environ, et grosso modo là ça va me faire une semaine en total. En fait on va dire que j'en ai pour 100-120 euros par semaine, on va dire, de courses, tu vois, à peu près. Et donc là je vais te montrer tout ce que j'ai pris aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'était pas des courses niveau alimentaire, en fait j'avais pas tant de choses que ça à prendre. J'ai eu pas mal là aujourd'hui dans ces courses là de trucs genre tu vois, le PQ, trucs comme ça, donc forcément au niveau du prix ça a joué, mais en termes de bouffe du coup je dois en avoir pour 60 euros maximum. Donc bien évidemment j'ai pris le petit café parce que c'est important, comme à chaque vidéo, et on va pouvoir attaquer. Donc je vais peut-être essayer d'attaquer par les trucs qui vont aller au frigo et tout, pour que voilà, pas que ça pourrisse, ça il fait froid en ce moment. Enfin bref, donc comme je t'ai dit, bon, au début, voilà, le PQ, ça, on enlève. Attention, le PQ, ça reste important. On prend du maxi épaisseur. Le mec commence, il commence son retour de course de go muscu par du PQ. C'est parce que c'était tout au-dessus et que ça prend de la place. Du coup, tiens, on peut commencer par ça. C'est pas du frais, mais bon, techniquement voilà. C'est du sel. Alors du gros sel de Guérande, ça c'est important en réalité. Pourquoi je fais un retour dessus? C'est important de prendre du vrai sel et pas du sel de table ou je sais pas quoi, tu vois. En gros, du vrai sel, tu vois, il est pas blanc totalement. Je sais pas si on verra bien. En plus, je vois qu'il y a une sorte d'ombre un peu de contre-jour là. J'ai du mal à régler au niveau de la luminosité. Il est un peu grisâtre le sel, et en fait du vrai sel, du sel qui n'est pas du coup iodé rajouté en fait. Tu vois, naturellement le sel va être iodé, tu vois. Donc c'est intéressant, ça a certains apports qui sont intéressants. C'est bien de ne pas passer à côté, parce que manger juste du sel de table totalement industrialisé, c'est comme manger du sucre blanc raffiné par rapport à un sucre naturel, tu vois. C'est toujours bien d'avoir des apports en plus qui sont l'iode, surtout quand on habite loin de la mer comme moi par exemple. Bah, c'est vachement intéressant d'avoir du coup du sel iodé qu'on va manger au quotidien. Donc voilà, le sel, tu vois, moi j'achète en gros paquet et je mets dans un moulin. Donc c'est pas un truc, c'est pas une dépense, tu sais, genre là, tu sais, peut-être le sel comme ça, de qualité, ça coûte du coup du vrai sel de Guérande, je crois que ça doit être IGP ou je sais plus quoi. Ouais, c'est ça, IGP, tu vois, donc vraiment comme un truc AOP, etc. Enfin, tu connais le truc. Ça coûte quoi, 1 euro plus cher, mais regarde, je veux dire, ça, un paquet comme ça me fait. Je crois que l'ancien, là, ça faisait 1 an, je l'avais, tu vois, ça me dure 1 an un paquet comme ça. Donc payer 1 euro plus cher pour manger du sel de bonne qualité pendant 1 an, je pense que ça vaut le coup. Donc voilà, numéro 1. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai de la viande rouge. Putain, il vient de s'ouvrir. On fait chier ça, j'aime pas trop. Ouais, de la viande rouge. Alors là, j'ai acheté du steak. Il était, comme tu vois, il y avait une petite promo. J'ai payé des vrais steaks du coup de vache à viande, donc de relativement bonne qualité. Ça reste entre guillemets du supermarché, mais voilà, au moins c'est de la boucherie du supermarché, c'est déjà beaucoup mieux. Et en termes de prix, tu vois, là je me suis sorti pas trop mal, je les ai eu à moins de 15 euros le kilo, 14,90 euros le kilo pour de la viande rouge et de la pure viande rouge. Là tu vois, moi je le compte dans ma diète comme un steak 5% de matière grasse, mais sur des steaks purs comme ça, en réalité c'est une viande qui est très maigre et t'as sûrement en réalité que 3% de masse grasse à peine. C'est vraiment comme de la viande blanche, mais avec beaucoup plus d'apport. C'est de la viande rouge, c'est beaucoup plus intéressant. Donc vraiment, moi je suis un grand fan de viande rouge, j'en conseille énormément. Et voilà, je suis le défenseur numéro 1 de manger du bœuf tous les jours, clairement. Donc, très important et très heureux d'avoir trouvé ça pas trop cher. Ensuite, tiens, dans les surgelés, j'ai qu'un seul truc surgelé cette semaine, c'est les légumes. Alors, les légumes, si tu peux, prends au final en maximum au surgelé, tu vois. Moi, je suis un peu limité par la place de mon congèle, tu vois, tout simplement. Mais en fait, plus tu as des légumes en surgelé, enfin les légumes en surgelé, ils ont un point positif, c'est de conserver un maximum de micronutriments, etc. Tu sais, ils se détériorent moins, parce qu'un légume, à partir du moment où il va être cueilli, il va se détériorer avec le temps jusqu'à ce qu'il pourrisse, etc. Et plus il se détériore, enfin plus le temps passe, plus il se détériore, moins il va être riche en nutriments. Donc c'est toujours intéressant d'avoir du surgelé, parce que c'est directement après cueillette hein, qui vont être mis en surgelé, tu vois, donc c'est plutôt intéressant. Après, le seul point négatif, c'est que trouver du surgelé bio par exemple, ou vraiment d'une qualité, voilà, en termes de résidus de pesticides qui est pas trop abusé, etc. Bah, c'est plus difficile. En général, le surgelé, c'est la qualité quand même qui est moins bonne. Donc moi je pèse un peu le pour et le contre, tu vois. Je sais qu'une fois j'avais pris des carottes en surgelé et qu'il y avait eu un rappel par le magasin, donc c'était le Leclerc, tu vois, qui faisait un rappel sur toute la France, je crois, un truc comme ça, des carottes que je
je prenais qui était trop chargé en pesticides pour respecter les réglementations. Tu te dis, vas-y mec, voilà, ça fait un peu, ça fait un peu chiant, on va pas se mentir, de payer des trucs surgelés parce qu'on se dit il y a des meilleurs nutriments, puis au final c'est bourré de pesticides, tu vois. Donc c'est vrai que les fruits et les légumes, ça dépend lesquels. Si tu peux prendre en bio, etc. Quand c'est directement des légumes qui sont genre dans la terre et tout, en vrai, j'ai envie de te dire, comme les sols sont pollués dans tous les cas, tu peux ne pas prendre du bio. Par contre, quelque chose qui est directement au contact extérieur et que tu vas manger la peau, bah là je te dirais essaie de prendre sans résidus de pesticides de préférence, etc. Bon, c'est vraiment d'un point de vue purement santé, hein, clairement. Ensuite, du coup, on continue sur la viande. Alors j'ai acheté que 2-3 viandes du coup techniquement aujourd'hui. Donc en gros, c'est mes deux sources de viande principales, donc une viande rouge, une viande blanche. Et donc là, j'ai trouvé du coup un petit kilo de poulet. Pareil, il y avait une offre, je suis plutôt content, moins 10 € le kilo. Je les ai eu à, je crois, 8,79 €, un truc comme ça. Donc 9 € le kilo pour un kilo de poulet, c'est plutôt bien. Des petites aiguillettes, c'est pratique en plus de ça, les aiguillettes, donc ça fait plaisir. Et du coup, voilà, sur ça, on est bon. Et du coup, en général, j'alterne souvent entre poulet et dinde, c'est les trucs plus classiques. Et des fois, s'il y a des promos que ça vaut le coup, pourquoi pas de la viande de porc, genre qui a pas trop de gras, tu vois, parce que le porc, d'un morceau à l'autre, ça peut être vraiment 15% de masse grasse, comme 3% comme du poulet, etc., tu vois. Donc, faut faire un petit peu attention à ça. Ensuite, on a bon, les fameux flocons d'avoine, donc ça tu vois, c'est une de mes sources quotidiennes de glucides, c'est ma source de glucides du matin, donc voilà, flocons d'avoine j'en achète souvent. Et là pourquoi j'ai acheté un petit paquet, tu vas te dire, c'est bizarre d'acheter petit paquet alors qu'il en mange tout le temps, eh bien c'est parce que les petits paquets sont moins chers au kilo que les gros paquets, donc voilà, tout simplement, bon c'est 3 centimes de différence, mais voilà, j'ai pas envie de payer un truc 3 centimes de plus, alors qu'en plus c'est un gros paquet, ça devrait être mieux, mais bon bref, voilà, du coup je prends toujours les petits paquets, au moins ça m'encombre moins quand je fais mes courses. Ensuite, on a le fameux fromage blanc 0%, donc ça, classique, connu, j'ai envie de te dire. Je sais pas pourquoi je te montre le code barre, je me suis cru au bip de la caisse. Mais du coup, donc fromage blanc 0%, source très pratique de protéines, sans lipides du coup, et c'est plutôt voilà, pratique, etc. Sur ça, il n'y a rien à dire. J'en consomme vraiment très régulièrement, etc. Dans ma diète actuelle qui est assez fixe du coup en sèche, au final je me retrouve à en consommer que le soir pour ma Ninja Creamy en fait en ce moment. Du coup j'en consomme un peu moins. De base j'achète 2 pots par semaine, tu vois, plus de 2 pots par semaine, mais en général ça dépend. Et là bah, en ce moment au final comme j'en ai que pour le soir de la Creamy, eh bien j'en achète que bah, tu vois un pot du coup ça me fait 5 jours, donc j'en achète même pas 2 par semaine du coup en ce moment. Ensuite, important, sac poubelle, non ça honnêtement je pense que tu t'en fiches un petit peu. Sac poubelle, je le mets sur le côté. Ensuite, ça peut être intéressant. Ça, je te conseille en vrai, plutôt que de t'envoyer des monsters tous les jours, si jamais, ou des trucs comme ça, si t'aimes bien les trucs un petit peu zéro, et après, faut pas en abuser, c'est ça le problème, par contre, attention, c'est le sirop zéro. Tu vois, donc ça, c'est du sirop de grenadine, ça a vraiment... Franchement, je trouve le goût, il est vraiment comme un sirop de grenadine classique. Alors tu sens que c'est du zéro, mais franchement ça va et la qualité elle est pas mal. Je prends souvent celui-ci parce que la compo elle est pas dégueu. Alors déjà bon, il a pas trop de calories au 100 grammes, au 100 millilitres parce que parfois c'est zéro, mais ça fait quand même du 15, 20, 30 calories au 100 millilitres. Là ça fait vraiment 7 calories au 100 millilitres et je peux te dire que 100 millilitres voilà quoi, faut être un petit gourmand quand même pour s'envoyer ça sur une journée. Et surtout la compo elle est pas trop mal, en gros c'est pas full édulcorant, t'as pas mal en fait de, bah déjà c'est principalement de l'eau et du jus de fruits en gros, à base de concentré, tu vois, bon, c'est pas la qualité 100%, mais pour le peu que t'en consommes c'est pas trop gênant je trouve. Et l'édulcorant qui va être dedans ça va être du sucralose et du stéviol, donc de la stevia. C'est déjà, c'est pas les pires on va dire, le sucralose est pas terrible, mais la stevia c'est le moins pire, donc c'est pas mal d'en trouver un avec de la stevia dedans, si tu te dis ok voilà, et t'as de l'arôme naturel de vanille, donc c'est pas, voilà tu te dis bon c'est pas horrible, et niveau conservateur etc, t'as juste du sorbate de potassium, et normalement le sorbate de potassium c'est pas un conservateur qui est très nocif, donc d'un point de vue santé, il est pas mal je trouve pour un produit zéro, donc voilà je me permets, et en fait j'en consomme du coup en général, j'en consomme, genre je me fais en général genre un verre d'eau dans la journée avec ça, j'aime bien tu vois, ça me fait un petit plaisir quand j'en ai envie, et j'en consomme pour mes Ninja Creamy, du coup c'est avec ça que j'aromatise ma Ninja Creamy les 3/4 du temps. Ensuite, on va voir quoi dans ce sac là, on a encore des petits cornichons. Alors les cornichons pourquoi? Parce que c'est banger. En vrai si t'as des petits moments où t'as grave la dalle mec, les cornichons, c'est un coach qui m'a fait découvrir ça en plus, les cornichons c'est incroyable parce que ça fait, ceux-là ils font 17 calories au 100 grammes. Genre
100 grammes, c'est à peu près, je pense, tu vois, le pot égoutté fait 360 grammes, donc c'est-à-dire qu'il y a 360 grammes de cornichons. Donc si tu t'envoies 100 grammes, c'est comme si tu t'envoyais, genre à peu près, tu vois, le tiers, on va dire, du coup, du pot. Et clairement, ça en fait des cornichons. Donc si tu veux t'envoyer juste 17 calories gratos comme ça, enfin, gratos, plutôt t'envoyer pas mal de volume alimentaire sans que ça consomme trop de calories, c'est plutôt bien. Et en général, moi, j'aime bien aussi, utiliser ça comme une source de légumes de temps en temps, quand j'ai pas trop envie simplement quand j'en ai envie, simplement parce que j'aime bien, c'est un truc qui est bien assaisonné, tout ça. Et voilà, honnêtement, c'est plutôt sain, la compo elle est pas dégueu, forcément t'as un petit peu t'as du vinaigre principalement avec, t'as quelques arômes, etc. Mais t'as pas de trucs chelous, on va dire, tu vois, t'as pas tu vois, là si je regarde, t'as même pas de conservateur, je crois, au final. Ouais, c'est ça, c'est juste, tu vois, genre, t'as vinaigre, bon, t'as des oignons forcément, du coup, graines de moutarde, tu vois, t'as du piment, sel, poivre, arôme naturel, voilà. Donc c'est carré, c'est un petit truc sympa aussi. Je pourrais presque le mettre dans les catégories d'aliments zéro quand tu regardes, enfin finalement tellement c'est peu calorique. Du coup ensuite on a le petit Brie Delight, alors ça on reste dans la catégorie un peu des aliments zéro, c'est du fromage allégé. Pourquoi je prends du fromage allégé? Parce que moi je kiffe de fou le fromage, genre, vraiment je kiffe ça. Avoir un repas sans fromage, ça me fait de la peine. Genre, ça arrive que j'ai des repas sans fromage, mais là actuellement dans ma diète fixe, eh bien mes deux repas salés ont du fromage, et dont le premier, celui du midi, que je vais manger d'ailleurs juste après, eh bien il y a du fromage allégé comme celui-ci. Celui-ci c'est le seul fromage allégé qui a vraiment un goût de fromage, et il sent le fromage d'ailleurs, il sent vraiment le camembert, genre je sais pas comment ils ont fait, on dirait que c'est trop beau pour être vrai. Et franchement il est vraiment bien le Brie Delight. Si tu veux un fromage allégé qui a un bon goût, il a 5% de masse grasse pour je crois 25 grammes de prot au 100 grammes, il me semble, un truc comme ça. Ouais c'est ça, donc comme de la viande rouge on va dire, comme du steak 5%, franchement c'est rentable, donc je le prends, et en plus c'est pas si cher que ça, et puis voilà, t'en as beaucoup, 350 grammes, tu vois, j'en consomme 40 grammes par jour, donc ça me fait plus de 7 jours le truc, tu vois, donc c'est assez rentable je trouve. Ensuite il va nous rester quoi? Dans ce sachet-là, dans ce sac-là, il nous reste du coup des petites épices. Alors ça, c'est des épices que je conseille... Mais putain, à chaque fois je monte le code barre, je suis un trou de balle. Donc c'est des petites épices que je conseille de ouf. C'est du secret d'arôme, ou là, ouais, je crois que c'est ça, enfin, je sais pas, c'est ma daronne qui m'a toujours conseillé de prendre des épices comme ça. C'est du secret d'arôme en gros, donc là c'est des aromates, condiments, enfin bref, tu reconnaîtras si jamais, c'est dans tout le supermarché. Et ça c'est pas mal parce que bon, ça a des calories, faut faire attention. Si tu t'en blindes et que t'en mets 30 grammes par jour, tu feras gaffe, hein, parce que ça a quand même 160 calories au 100 grammes, donc voilà, au 10 grammes ça fait 16 calories, mais pour en mettre 10 grammes faut bombarder déjà, hein, honnêtement, hein. En général tu vas pas en mettre plus de 10 grammes dans la journée, tu vois, genre quand tu vas assaisonner ton plat, tu vas en mettre 2-3 grammes, tu vois, maximum, donc voilà, mais c'est pas mal, c'est un peu comme celui-ci, j'aime bien, il a un goût un peu genre oignon plus sel, tu vois, on va dire un peu, comme de l'oignon semoule, je crois on appelle ça. Donc c'est pas mal du tout, ça rehausse pas mal le goût des aliments, c'est vraiment bon comme assaisonnement et c'est pas très calorique, etc. Bon voilà, faut juste pas en abuser parce que voilà, c'est assez riche en sel, donc si tu rajoutes en plus du sel et tout, ça en fait pas mal. Et puis dedans, la qualité des ingrédients qui sont dedans, tu vois, bon c'est surtout des ingrédients, tu vois, qui sont, comment on dit, séchés, tu vois, on va dire, mais en soi, il n'y a rien de très gênant, on va dire, mais tiens, moi je crois qu'ils ont changé parce qu'avant, il me semble qu'il y avait... ah si c'est ça, c'est dans les exhausteurs de goût, t'as du glutamate de sodium, de l'isoniate disodique, du guanylate disodique, et t'as du dextrose. Alors c'est des trucs, tu vois, les noms ils font un peu flipper, moi en général j'esquive des trucs comme ça. Je suis sûr que si je regarde sur internet, j'ai jamais regardé, etc. Je pense pas que ce soit très très négatif, et pour les quantités qu'on en consomme, ça va honnêtement. Voilà, sachant qu'après on consomme que des aliments bruts et naturels, on peut se permettre d'assaisonner avec un truc comme ça. Ensuite, il va nous rester un dernier dans ce sac à courses. En fait, je fais mes courses dans deux endroits. Je fais mes courses dans le Leclerc. Donc là, je t'ai montré tous les aliments du Leclerc, donc qui est un supermarché classique, bien sûr, tu connais. Et donc pour tout ce qui est viande, etc. En général, c'est moins cher quand même. Et puis pour tout ce qui est fruits, légumes que je prends pas en surgelé, tout ce qui va être produit un peu plus naturel, on va dire, et bien là je prends ailleurs, donc je vais te montrer ça juste après. Et du coup, donc dernier truc du Leclerc, c'est du chocolat noir, donc une petite source de lipides d'assez bonne qualité. Moi j'aime beaucoup le chocolat, donc chocolat noir 90%. Surtout dans cette période de sèche, je prends que du coup du 90%, parce que comme j'ai pas beaucoup d'apport en lipides, je fais attention d'avoir quand même des lipides de bonne qualité de préférence. Donc du 90% pour le chocolat, et je te montre après, j'ai trois autres sources de lipides, je te montre ça du coup juste après. Ça va être du coup dans mon sac à courses de Grand Frais, donc c'est le deuxième endroit où je fais mes courses, et donc là c'est les aliments un peu plus naturels, on va dire.
Et donc, premier point sur Grand Frais, eh ben, c'est des œufs bio. Ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'en fait, pourquoi j'achète les œufs chez eux, alors que des œufs bio, je pourrais en prendre chez Leclerc, mais en fait, c'est plus rentable parce qu'ils font des packs de 18 œufs. Et du coup, quand je les prends en 18, c'est moins cher que de prendre des packs de 12 œufs bio à Leclerc, par exemple. Donc au final, c'est plus rentable comme ça. En plus, ils sont vraiment d'une belle qualité, honnêtement. Tu vois, vraiment les œufs bio de chez Grand Frais. Moi, il faut savoir que je viens de la campagne, j'ai eu des poules toute mon enfance, tu vois, donc je sais ce que c'est que des vrais œufs 100% bio, etc. parce que c'est moi qui nourrissais mes poules, tu vois. Et les œufs qui s'en rapprochent le plus de tout ce que j'ai essayé en ville, on va dire, comme ça, quand on fait ses courses en supermarché en grande surface, eh bien, c'est ceux-là, des œufs bio, du coup, de poules élevées en plein air, mais ça c'est évident, de toute façon, quand tu prends des œufs bio. Et du coup, ceux de chez Grand Frère, je sais pas où est-ce qu'ils se fournissent, etc., quelle est la marque réellement, est-ce que c'est une marque à eux, etc. Mais ils sont vraiment d'une belle qualité, tu peux le voir directement, je sais pas si on va bien voir à la caméra, ils sont vraiment d'une très belle qualité. Des fois, tu en as des plus petits, là, ils sont assez gros, j'ai eu de la chance. Et bon, bah, tu vois, le petit exemple, tu as encore un petit caca de poule ici, tu vois, tu as souvent des plumes, etc. On voit que c'est de la bonne qualité, ça respire un petit peu le vrai, on va dire, et puis ça se voit en fait à la couleur du jaune d'œuf, etc. C'est souvent à ça qu'on reconnaît un œuf de bonne qualité. C'est assez flagrant quand tu as mangé des œufs grande surface toute ta vie et qu'un jour tu as des poules, tu vas voir, tu manges l'œuf et là tu te dis ah ouais, j'avais jamais mangé d'œuf avant en fait. La qualité, le jaune il est pas jaune, il est orange pétant, tu vois. Enfin voilà. Et là on s'en rapproche beaucoup, donc ils sont d'assez bonne qualité je pense. Donc je garde, et c'est important d'avoir la bonne qualité sur tes œufs parce que plus la poule elle va être élevée dans des bonnes conditions, etc., plus elle va être bien nourrie, etc., plus que tu vas en récolter, donc que ça soit sa viande comme du coup bah, typiquement ses œufs, eh bien va être de meilleure qualité. C'est pareil pour toutes les viandes, etc. Mais du coup sur les œufs ça se retrouve directement, surtout que c'est une source de lipides, enfin c'est une source de protéines et de lipides. On a envie d'avoir des bons lipides. Moi je consomme pas des lipides pour que ce soit des mauvais lipides, donc voilà c'est important. Quitte à acheter des œufs, franchement à 1 euro plus cher, prends des œufs bio, c'est la base, tu vois. Ensuite, on reste dans les sources de lipides et on a des petites amandes. Alors souvent, je prends des noix de cajou. Là, je viens de changer. C'est la première fois que ça faisait un bail que j'avais pas pris des amandes. Je prends souvent des noix de cajou, mais d'un point de vue richesse en oméga 3, il me semble que les amandes sont un peu plus riches. Donc voilà, j'ai pris des amandes et puis bon, c'était pour changer aussi. Donc voilà, des petites amandes tranquillement. J'en ai pris un gros paquet, donc ça coûte presque 10 balles ça. Franchement, voilà, c'est abusé. Mais bon, là, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a 500 grammes, tu vois. Donc clairement, ça a moins de 20 euros le kilo. Ça reste rentable. Puis c'est pas comme si on en mangeait. Voilà, ça va, ça garde et je vais en consommer pendant longtemps. D'ailleurs, si tu veux que ça se garde mieux, tu peux les mettre au frigo, hein, si jamais, ça évitera dans le doute. Du coup, voilà pour ça. On reste encore un petit peu dans les sources de lipides avec un poisson gras. Donc là, j'ai du filet de truite. Il était pareil en petite promo. Donc ça, en général, en fait, du poisson gras, j'essaie d'en consommer une fois par semaine. Je dis bien j'essaye parce que c'est clairement pas le cas toutes les semaines. Je pense que je dois plus être sur d'une semaine sur deux. Pourquoi? Parce que j'aime moins, parce que c'est cher et parce que dans la diète, bah, au niveau des cales, etc., au niveau des macros, bah, c'est un peu plus relou. Enfin, on va pas se mentir. Parce que quand je mange un repas avec ça, c'est un repas où je vais pas manger ni de carré de chocolat noir, ni de fromage, ni etc. Donc j'aime moins. Mais bon, voilà, de temps en temps, c'est bien pour le point de vue santé, etc. de manger un petit peu une source d'oméga 3, surtout de manger du poisson, parce que moi, comme je te l'ai dit, j'habite pas du tout vers la mer, hein, j'habite plutôt au centre, etc. Donc j'habite en Bourgogne, tu vois. Donc j'ai très peu d'apport en tout ce qui va être iode, zinc aussi, parce qu'il me semble que c'est beaucoup les produits de la mer qui sont échangés en zinc, etc. Donc je me complémente en zinc et je consomme du coup au moins une fois par semaine du poisson et au moins une fois par semaine, du coup au moins une fois toutes les 2 semaines, du poisson gras. Donc là j'ai du filet de truite. Et du coup en termes de prix, si jamais, tu vois, vu que ça c'est important, il était en promo et du coup il était à moins de 20 euros le kilo, ce qui est assez rare. Il était à 17,89, donc à 18 euros le kilo, ce qui est pas mal. Et tu vois, j'en prends juste une portion pour en avoir une fois, tu vois, ou alors si j'en prends une grosse portion, souvent c'est vendu en grosse barquette des fois, c'est pour le faire en 2 portions et comme ça je le fais un jour où je vais manger avec ma copine par exemple. Du coup voilà, ensuite on va voir quoi? On va voir des fruits. Alors du coup en fruits je vais avoir, là j'ai des bananes, bon elles sont encore du coup dans le petit sachet que j'ai pris, mais du coup des bananes, donc là j'ai pris des bananes pas trop mûres parce qu'il m'en restait encore, donc le temps que je finisse les 3 qui me restent, et eh bien celles-là elles auront le temps de mûrir, donc en général je consomme une banane par jour, tu vois à peu près. Ensuite je vais avoir, alors ça c'est pas mal, je sais même pas si, non c'est un cucurbitacé techniquement, dans la catégorie des courges. C'est un potimarron, donc je te montre un petit peu, hop, j'en avais parlé dans mes sources de glucides, c'est la saison, moi je trouve ça
extrêmement bon, et en plus comme je suis en déficit, c'est top parce que je peux m'envoyer 300 grammes. En fait ça c'est vraiment bien parce que autant par exemple de la courge, genre la courge butternut que je prends souvent, et je me suis rendu compte qu'elle était quand même beaucoup plus calorique. La courge butternut, on est quasiment aussi calorique que des pommes de terre, tu vois. Alors que ça, c'est aussi calorique qu'un légume vert quasiment. Enfin, il me semble que c'est pareil. Si je dis pas de bêtises, pour 300 grammes, ça me fait 160 cal. Donc, ouais, un petit peu plus, ça fait 50 calories, je crois. Même pas, ça me fait 120 cal, je crois. Je crois que ouais, c'est 30 calories au 100 grammes, donc c'est comme un légume vert. Sauf que je peux te dire que la texture, l'apport, enfin le visuel dans l'assiette, etc. Et même la manière dont tu vas le manger, etc. Ça apporte beaucoup plus de satiété. Et du coup, c'est vraiment intéressant parce que je peux envoyer 300 grammes de ça, ce qui fait pas mal de quantité. Et en plus, je le fais au air fryer, ça fait une sorte de frite, c'est trop bon. Genre, honnêtement, c'est vraiment excellent, tu vois. En termes de goût, c'est exceptionnel, même sans l'assaisonner, tu vois. Mais en plus, tu l'assaisonnes, c'est super bon. Et puis, ça apporte pas beaucoup de cal et tout, donc c'est vraiment carré. Bon, c'est un petit peu cher parce que c'est lourd, tu vois, ça fait bien 2 kilos et c'est à un peu moins de 3 euros le kilo, je crois. Donc bon, voilà, ça coûte vite, mais voilà, ça me dure quelques jours quand même. Là, j'en ai pour bien 5 jours au moins, je crois, à le consommer, donc c'est pas mal. Voilà, c'est carré, franchement, je conseille. Et puis, ça a des apports hyper intéressants comme tous légumes. Là, par exemple, on a beaucoup de, tu sais, la vitamine A, bêta-carotène, là, tu vois, comme tous les légumes qui sont de cette couleur-là. C'est plutôt intéressant. Voilà, tu vois, c'est riche en plein de petites choses qui vont te permettre d'être... je crois que c'est riche en fer aussi, il me semble, j'avais vu. Je sais plus c'est riche en quoi d'autre, mais bref, tu vois, comme tous les légumes, surtout des légumes de saison, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur les sources de glucides, franchement, c'est banger, faut pas s'en priver. Ensuite, tiens, on retourne sur une petite source de lipides, c'est la dernière de mes sources de lipides, c'est le fromage. Alors là, j'ai pris qu'un tout petit parce qu'il m'en restait d'un autre, mais du coup, toujours du fromage au lait cru. Là, en l'occurrence, c'est du Munster AOP, donc toujours important de prendre de la qualité, surtout si du coup tu veux manger des lipides de bonne qualité. Là c'est au lait cru, donc si tu manges du fromage, je te conseille aussi du coup de prendre toujours du lait cru. Ça évite avec la pasteurisation d'enlever tous les bienfaits du fromage qui sont liés à la fermentation et qui vont permettre à ton microbiote d'être beaucoup plus en forme. Donc voilà, il y a plein de gens qui sont intolérants au lactose, mais en réalité ils pourraient manger du fromage au lait cru, ils n'auraient pas d'intolérance parce qu'en fait c'est fait pour. Mais bien sûr il faut s'adapter, il faut prendre le temps et il faut y aller petit à petit. Mais vraiment le fromage au lait cru, banger, et pour moi c'est un indispensable dans ta diète si tu veux avoir une bonne digestion. Et c'est simple, moi j'ai jamais eu de problème de digestion alors que pourtant je suis un énorme mangeur. Quand je fais des cheat meals, ils sont souvent gargantuesques et j'ai jamais eu un seul problème de digestion, je vais pas dire de ma vie, hein, ça arrive, mais j'ai très rarement des problèmes de digestion, j'ai jamais du mal à digérer quoi que ce soit, et ça je pense que c'est parce que moi j'ai toujours consommé du fromage quotidiennement, tu vois. Ensuite, enfin en tout cas ça doit jouer. Ensuite, on a une petite source de glucides, les raisins secs. Donc ça, c'est les fruits secs, comme je t'en avais parlé dans mes sources de glucides préférées. C'est exceptionnel parce que du coup, comme je t'ai dit, c'est des fruits concentrés. Donc clairement, tu prends une poignée, c'est comme si tu mangeais 5 fruits, tu vois. Donc clairement, c'est imbattable. Et en plus, ça, c'est un glucide rapide, pratique. Et franchement, je crois qu'il n'y a rien à dire de plus. Riche en fibres quand même, en plus de ça. Voilà, là, ultra riche en potassium aussi, par exemple. Franchement, c'est imbattable en termes de sources de glucides, les raisins secs, les fruits secs de manière générale. Ensuite, une autre source de glucides, de toute façon il ne me reste plus que des sources de glucides, c'est la polenta. Pareil, du coup je t'en ai parlé dans ma vidéo sur mes sources de glucides préférées. Là c'est ma source de glucides du midi. Donc pourquoi d'ailleurs? Parce que le midi je mange en petite quantité en termes de calories, je garde pas mal de calories pour le soir, et du coup je peux avoir quand même un bon volume alimentaire couplé à la courge, le potimarron comme je t'ai montré. Eh bien c'est banger, en plus c'est pas très cher, c'est même prix du riz on va dire. Donc voilà, très pratique, format express comme je t'avais expliqué dans la vidéo sur mes sources de glucides préférées. C'est très pratique, en 5 minutes c'est cuit et on a un bon volume et une bonne satiété, et en plus de ça, ça reste pas sur le ventre, donc comme je dois enchaîner le reste de ma journée, c'est carré. Du coup, il va nous rester plus que 2 sources de glucides. Alors on a des fruits encore, donc mes fruits, alors je pourrais te montrer, j'ai encore des pommes, c'est juste que j'en avais encore pas mal, et des clémentines. Donc là aujourd'hui j'ai juste racheté des poires, donc poires qui sont de saison en ce moment, les pommes aussi d'ailleurs, et bon, les clémentines c'est pas de saison en France techniquement, mais c'est de saison, là t'en as beaucoup, du coup là je les achète depuis qu'elles sont d'Espagne. Quand elles viennent d'Afrique du Sud, etc., je les achète pas encore. J'ai pas envie d'avoir des fruits qui ont traversé le monde entier, mais quand elles viennent d'Espagne, etc., souvent on a Espagne, je crois qu'on a Italie, Maroc, souvent pour tout ce qui va être clémentine. Et puis après celle de Corse aussi. Alors j'en avais de Corse du coup semaine dernière, mais là ils en avaient plus, et il y avait une promo sur celles qui venaient d'Espagne, donc j'ai pris celle d'Espagne, tu vois. Mais et puis les clémentines, c'est pas trop grave de pas en prendre bio, parce que de toute façon les pesticides extérieurs qui mettent dessus, bah toi t'enlèves la peau, donc voilà. Et du coup pour ce qui est des poires, donc là j'ai pris des poires variété conférence, c'est vraiment la meilleure variété de poires, je te jure, elle est exceptionnelle. De base j'aimais pas trop les poires. Depuis que j'ai découvert ces poires là, putain c'est incroyable, c'est trop bon, genre vraiment c'est trop bon. Vraiment ça a un goût de...
je sais pas comment expliquer, mais c'est un goût de bonbons, limite de, tu sais, un peu genre barbe à papa, je sais pas comment expliquer ce goût très sucré, très fruité, qui est vraiment super bon. Donc les poires comme ça, je te les conseille. J'ai aussi des pommes qui sont exceptionnellement bonnes. Les pommes de variété que je te conseille qui sont trop bonnes, je trouve, c'est Chantecler. Et là, c'est des pommes, alors ils appellent les pommes pirouettes, je crois. C'est des sortes de pommes rouges, un peu comme les pommes. Alors, elles ressemblent beaucoup aux Pink Lady, voilà, tu vois, un peu dans ce genre-là. C'est deux variétés de pommes qui sont extrêmement bonnes, qui ont un goût très sucré comme ça aussi, très bonbon, tu vois. Et genre, vraiment, c'est incroyable. Genre, je pourrais manger que ça dans ma diète, hein, clairement. Et du coup, voilà, donc ça, en général, j'alterne le soir. Un coup, je vais manger pommes, un coup, je vais manger poire. Et les clémentines, c'est le midi en général. Je mange toujours les clémentines le midi. Bon, des fois, je mange une poire ou une pomme à la place, mais trois quarts du temps, c'est clémentine le midi pour les apports en vitamine C et D. C'est vitamine C ou vitamine D? C'est peut-être les deux, je sais plus exactement. Je te dis peut-être une bêtise, mais bref. Du coup, voilà, dans les deux cas, c'est toujours bénéf. Et pour finir, dernier aliment, dernière source de glucides, les pommes de terre qui sont ce que je vais consommer du coup en glucides le soir en ce moment. Je t'en ai parlé du coup dans le vlog précédent, je te montrais un peu ma diète fixe du coup en ce moment en déficit calorique. Et du coup, pommes de terre le soir, bon rapport de satiété, c'est intéressant. Repas très réconfortant avec du fromage que je fais fondre dessus en plus en post-training, c'est un banger de fou. Donc vraiment, ça me régale. Donc vraiment voilà, les petites pommes de terre que je fais en frites au air fryer à chaque fois. Et comme ça cuit vite, en frites très fines, comme ça cuit un peu plus vite. Et vraiment c'est banger, simple, classique, les pommes de terre, on est carré. Du coup voilà, et puis ça c'est pas très cher en plus, voilà. Bon après, au final le coût de revient, sachant que tu en consommes plus que du riz, etc., ça revient quand même plus cher que du riz, des pâtes, etc. Mais bon, c'est pas excessivement cher les pommes de terre. Pour l'apport en satiété que ça t'apporte, je trouve que c'est pas mal, parce que si je prenais par exemple que du riz, pour avoir une satiété équivalente, il faudrait que je comble avec plus de légumes à côté, ce qui rendrait donc plus cher. Donc quand tu regardes, voilà, ça c'est pas mal. Et donc en général, je mange ça avec une petite source de légumes dans un bol avec du fromage et la viande que je vais découper en petits morceaux. Je mets tout dans un bol, le fromage par-dessus que je fais fondre, et là c'est incroyable. Du coup, on est tout bon. Voilà le total de mes courses. Donc tu vois, niveau aliments, etc., je suis à peu près à 60-70 €, on va dire. Et c'est ça tous les... en gros, je fais mes courses tous les 5-6 jours, en fait, en général. C'est pour ça que ça fait, il y a des semaines où je vais faire 2 fois les courses. Et là, tu vois, par exemple, on est mardi. Il y a de grandes chances que je sois en rade genre le dimanche. Donc je vais peut-être aller refaire un petit plein de courses le samedi, tu vois. En général, ça va peut-être être ça. Donc faut voir. On est tout bon pour cette partie-là. Alors pour la vidéo que je te sors aujourd'hui, que tu verras du coup le dimanche ou plus tard, peu importe, que je sors ce dimanche, je vais faire du coup cette partie-là. Et ensuite, dans la semaine, je vais essayer de filmer. En fait, c'est mon training du samedi. Je l'ai encore jamais filmé et expliqué. C'est mon deuxième legs et il y a un peu plus d'épaules, etc. Il y a certains mouvements, je voudrais expliquer pourquoi je les fais. Juste qu'en général, comme je sors ma vidéo le dimanche, filmer le samedi, c'est compliqué, on va dire, tu vois. Enfin, j'ai peur que ça me laisse pas beaucoup de temps, mais je vais essayer de faire ça. Donc normalement, on se retrouve pour mon training legs 2 de samedi. Et en plus, on sera à la fin de ma 3e semaine de sèche. Donc on fera peut-être un petit update, je l'espère, si le physique a bougé. Du coup, on se tient au courant d'ici là. J'aime beaucoup te dire parce que tu me revois dans 30 secondes. Et du coup, on se retrouve pour le leg day numéro 2 ce samedi, donc dans 4 jours pour moi. Du coup, à tout de suite pour un training des enfers. Ouais, du coup on se retrouve comme prévu sur mon Legs 2. Donc Leg Day 2, comme tu l'as vu, il commence, comme tu l'as vu sur le Leg Day 1, si jamais tu avais vu la vidéo, ça devait être dans le vlog 4-5, je sais plus exactement. Là c'est le 6 ou le 7, je sais plus. Mais bref, du coup on commence le même principe, on commence par l'ischio. Bon là j'ai un petit peu plus de volume ischio, j'ai 3 séries le 2, tu vois. Donc c'est un legs un peu plus focus ischio et un peu moins focus de toute façon jambes de manière générale parce que j'ai un peu plus d'épaule sur celui-ci pour ce legs épaule là. Donc c'est ma dernière séance de la semaine, 6e training d'affilée. En général je commence à être un peu fatigué sur celui-ci. Donc là surtout dans ce contexte de sèche, en ce moment comme je suis en mini-cut, une sèche assez agressive, mine de rien, je prends un petit peu plus de RIR, etc. Tu verras surtout sur le RDL typiquement. Le RDL, là j'ai arrêté entre guillemets de le bombarder comme je faisais et tout. Et puis normalement aussi là sur la séance, avant d'aller faire le RDL, j'ai de l'abducteur, tu vois. Mais là la machine est pétée, je viens de voir ça, elle était pas pétée même hier, elle était pas pétée et tout. Donc je suis deg, elle a dû casser là ce matin, ou je sais pas quand. Donc là je peux pas trop remplacer parce que abducteur, remplacer la poulie honnêtement, vas-y la mise en place et tout, ça vaut pas le coup. Je trouve que ça vaut pas le coup, tant pis, je skip abducteur. C'est pas grave, c'est qu'un petit exo en soi, je l'utilise surtout pour activer, on va dire bien, mes petits moyens fessiers avant d'aller envoyer le RDL. Ça me rajoute un bon focus fessier, en fait, il y a une bonne sensation sur les fessiers, ce qui m'aide au final à perf d'un point de vue exécution, je trouve, sur mon RDL. Et voilà, ce qui me permet de focus un peu plus sur la chaîne postérieure, sur les fessiers en particulier, ce qui est un peu le truc que je veux développer sur cette séance. Donc c'est pas grave. Après, je me dis, bon, je vais pas non plus aller faire des kickbacks ou je sais pas quoi pour activer mes fessiers. C'est pas grave, honnêtement, je suis pas à 2 séries près ou quoi. Tant pis, ça saute pour cette séance-là. J'espère que ça sera réparé vite par contre, parce qu'il y a vraiment pas d'autres machines ou quoi que ce soit pour remplacer.
Donc à moins que je rajoute un mouvement d'unilatéral, genre fond bulgare ou quoi, honnêtement j'ai bien trop la flemme cette séance pour faire ça. Sachant que c'est une assez bonne séance, hein, j'ai pas mal de séries. Du coup là on commence par 3 séries de leg curl. Les curls tu vas voir du coup je le fais plus du tout comme avant en version unilatérale. Parce que en fait je chope des douleurs sur mes mollets. Comme tu as pu déjà le voir, je pense que si tu connais un petit peu mon physique, c'est que j'ai un gros point fort mollet, j'ai jamais taffé mes mollets de ma vie, mais je les sens sur beaucoup d'exercices. Et moi malheureusement du coup sur le leg curl j'ai toujours senti mes mollets. Et en fait là il se passe un truc, c'est que soit mon mollet droit, soit mon mollet gauche, c'est limite un à la fois, j'ai envie de dire à chaque fois, soit l'un soit l'autre. J'ai des douleurs dès que je commence à bombarder sur le leg curl. Donc le leg curl, faut savoir que j'ai déjà réussi à l'envoyer full stack et tout. Et là en fait je vais l'envoyer plutôt, tu vois là je vais être à 65 kg, donc pour une série assez courte en plus de ça, parce qu'en fait je vais essayer de me forcer à pas venir faire tu sais cette flexion dorsale au niveau du pied, ce qui active un peu plus mes mollets. Et du coup c'est difficile parce que du coup je peux pas forcer comme je le voudrais, tu vois. Puis je pense que ça demande aussi un petit peu de force parce que les mollets sont en partie dans une fonction secondaire responsable de la flexion en réalité du genou. C'est très secondaire. Je crois qu'il n'y a qu'un seul chef des mollets sur les 2 ou 3 chefs qu'on a dans les mollets qui sont actifs là-dessus, mais ça fait une différence. Et du coup bah c'est assez difficile. C'est difficile aussi ne serait-ce que niveau contrôle en fait, parce que du coup si je bombarde automatiquement je vais activer mes mollets. Donc pour pas le faire, bah justement je vais un peu plus lentement, je mets un peu de tempo sur l'exo. Et du coup voilà. Donc là aussi je m'entraîne plutôt que d'habitude. D'habitude je m'entraîne plutôt les soirs. Mais là c'est dans mon planning, du coup je te montre ça, j'espère que ça va aller niveau feeling sur la séance, niveau énergie surtout. Là je t'avoue que je suis un peu fatigué mais je pense que ça devrait le faire. En tout cas de toute façon on fait le taf. Et vas-y c'est parti, putain le soleil il m'éblouit de fou, mais au moins à cette heure là, il n'y a personne dans la salle quasiment, donc je suis tranquille pour filmer. Donc ma première série sur mon leg curl, c'est une série assez courte. Je vais essayer d'envoyer full entre guillemets explosivité, mais comme je t'ai dit, je suis obligé de contrôler un petit peu. Mais surtout en fait d'envoyer une charge plus lourde. Et sur les 2 autres séries, je vais redescendre un tout petit peu ma charge. Donc là, je tente les 65. On espère les 6 reps. J'ai passé 5 semaine dernière, donc on espère les 6 reps. On va voir. Bon, tu vois, typiquement, j'aurais dû placer un petit respose à la rigueur. Non, bon, pas du tout. J'aurais dû placer un petit respose pour avoir une 6ème rep assez proche. Je vais voir sur la caméra ce que ça donnait. Je sais pas si je peux la compter. Mais en soi, c'est quand même une petite progression dans tous les cas. Ok, du coup, je vais t'expliquer. Deuxième exo, ça part sur le RDL. Du coup, RDL, tu vas voir, j'avais une petite spécificité que je voulais montrer. C'est genre, pourquoi en fait ça sert à rien de genre descendre forcément super bas sur ton RDL, tu vois, en fonction de ta mobilité. En fait, c'est une question de, entre guillemets, de morpho et de génétique. Mais en gros, en fonction de comment. Mais en gros, en fonction de comment ton bassin est fait, on va dire, en gros, tu vois, genre génétiquement, on a tous une plus ou moins grosse lordose ou syphose, tu vois, du dos, en gros, plus un arrondissement ou une cambrure du bas du dos, tu vois, qui va être plus ou moins importante. En fait, en fonction de ta génétique, si tu veux recruter tes ischios et tes fessiers, donc uniquement de la flexion de hanche, eh bien, ça va pas forcément être hyper intéressant, justement, de descendre super bas sur ton ADL. Et ça, j'ai fini par le comprendre, que j'avais tout le temps des douleurs, on va dire, sur le bas du dos, même avec ceinture, etc., quoi que ce soit, sur le ADL, dès que je commençais à aller chercher bas, et avec une grosse intensité surtout. Donc, pour pas être trop limité par le mouvement, j'ai capté une chose, c'est qu'en fait, en réduisant un tout petit peu mon amplitude, en l'occurrence, tu vois, je vais descendre juste sous les genoux, et bien je vais limiter ma flexion de dos, pour autant, je vais pas limiter ma flexion de hanche, tu vois. Alors, si je devais te montrer, je sais pas si on va bien voir, mais tu vois, je vais descendre sous les genoux. Donc là, tu vois, mon dos reste droit. Et à partir du moment où je vais descendre un petit peu plus bas, en fait, je suis assez souple pour venir toucher le sol avec les mains, il n'y a pas de souci. Mais je vais pas augmenter ma flexion de hanche, tu vois, qui reste plus ou moins la même au final. Par contre, je vais simplement augmenter ma flexion du dos. Ce qui est pas intéressant pour de vrai quand tu regardes, parce que je cherche pas à bosser mes érecteurs du rachis. Je ferai plutôt sur un back extension ou autre, tu vois. Et ils vont déjà travailler en gainage de base, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément intéressant de descendre jusqu'en bas sur ton RDL. Après, ça va dépendre bien sûr des morphos, ça va dépendre des gens. Mais clairement, pour moi, en tout cas, c'est ce qui fonctionne le mieux du coup. Donc là, comme je t'ai dit, avec la fatigue et tout, on met un petit RIR dessus. Donc je vais aller chercher du coup, si je dis pas des je crois, je vais aller chercher 8 reps du coup sur les 180. J'étais à 5 reps à 190 ou 6 reps à 190, je sais plus, juste avant la sèche du coup, mais là je préfère du coup rester à 180, faire un peu plus de reps s'il faut, et surtout dès que je sens que je commence à avoir le dos qui vacille un peu, je repose parce que nerveusement après ça me crame trop, et comme la récupération est plus difficile en contexte de déficit calorique, ça serait beaucoup plus intéressant de faire comme ça et de garder une petite marge du coup.
Tu vois, je suis pas trop sûr de mon compte, mais je crois que j'ai fait 7. Mais tu vois, j'ai pas tenté une 8ème ou du coup une 7ème parce que je suis pas trop sûr de mon compte. Pourquoi? Parce que je sentais du coup mon dos qui commençait à tirer un peu. Et je me suis tapé une sciatique l'autre coup. Genre en contre-coup un peu. Sciatique limite cruralgie, ça descendait un peu dans le quadri. Ce qui est très désagréable. Et qui met bien minimum 3-4 jours à partir à chaque fois. Parce que moi c'est quelque chose, genre dès que je suis fatigué, j'ai des petites douleurs type sciatique facilement, tu vois. Juste avec de la fatigue, sans focus dessus ou quoi que ce soit. Donc, je sais que là en contexte difficile, il faut que je fasse attention sur ça. Parce que clairement c'est le genre de truc où je vais bien m'en récupérer, etc. etc. Donc c'est pour ça, après une fois que le déficit commence vraiment à tirer, par exemple, bah, tu vois, j'enlèverai les autres typés rowing, buste penché, etc. Et je garderai au maximum un seul exo comme ça, avec une grosse tension sur la chaîne postérieure. Parce que bah, malheureusement, c'est le genre de truc qui peut me pénaliser après et m'empêcher vraiment de bien m'entraîner par la suite, tu vois. Donc c'est important. Du coup voilà. Donc là j'ai encore 2 séries dessus. Je refais 2 séries identiques. Et puis après on passe, on reste ici, on va faire un petit peu d'épaule après la suite. Let's go. Ok, je sais pas si on voit bien. Et du coup, deuxième exo, je suis désolé de filmer un peu bizarrement, mais c'est parce que je suis obligé entre la cage à squat et la luminosité qui est pourrie, sa mère. En plus, là, je regarde le retour, je regarde l'écran, et du coup, c'est dans le miroir. Enfin bref, là, je filme dans le reflet du miroir. Parce que je suis obligé, en fait, si c'est un peu galère ma salle pour filmer, en vrai, honnêtement, c'est un peu le défaut. Et du coup, bref. Troisième exo, enfin, non, du coup, c'est le quatrième, c'est overhead press. J'essaie de le faire plus ou moins strict. Après, je suis pas 100% strict pour le coup. Mais en fait, comme j'expliquais, moi, les mollets, genre, laisse tomber, je les active tout le temps. Et si j'essaie de pas activer les mollets sur mon overhead press, j'arrive pas à aller à l'échec, en fait, simplement. Donc overhead press en version un petit peu pas tout à fait stricte, on va dire. J'ai fait une première série déjà, donc j'ai fait 6 reps à 70, donc une rep de plus que la semaine dernière, donc je suis content. Je progresse doucement sur cet exercice, parce que je l'avais jamais fait auparavant, honnêtement. Hein. Donc là, c'est la première fois que. Enfin, là, c'est quoi la 4ème séance que je le fais. Donc 6 reps à 70, et là, je descends 65 du coup pour les autres. J'ai 8 reps la dernière fois, donc on va essayer d'aller chercher 9, mais on verra bien. J'espère qu'on verra quelque chose. La musté est vraiment pas folle, mais j'ai vraiment pas le choix de filmer comme ça. Sinon, ça sera de dos et c'est pas forcément le plus intéressant, on va voir. Enfin bref, let's go. Du coup, deuxième set. Donc un set lourd et 2 sets plus légers comme ça, 65 du coup. Le premier set en gros je suis entre 5 et 7 reps grosso modo. Et deuxième, troisième set j'essaie de me chercher à peu près, en gros d'aller valider un 10 répétitions avec une charge un peu plus légère. Dès que je valide je passe à la charge au-dessus. Donc on avait eu les 60 avant sur ce cap là. Et là du coup on va essayer d'aller valider les 65 en 9 reps déjà. On verra bien. Et du coup je mets pas mal d'équipements là pour celui-ci, je mets ceinture. Je sais pas si on voit bien. Je mets ceinture plus poignet. Ça je les mets que sur cet exo maintenant. Parce que bah, les poignets sont un peu faibles. Non en vrai j'ai mal au poignet quand je suis en flexion dorsale de poignet en fait. Je suis pas très souple sur ça. Et puis ça c'est juste pour soutenir mon dos. Je pense qu'en période de sèche j'en aurais peut-être pas besoin. Mais là ça soutient un petit peu mon dos, ça évite que je me fasse mal sur les lombaires justement après avoir fait le RDL et tout. Donc voilà je préfère, en vrai c'est plus par sécurité. Et puis je me sens un peu plus stable comme ça. Cet exo il termine niveau cardio, c'est abusé. Mais j'aime bien le feeling en fait de l'exo. Et puis en fait, si je le fais, c'est parce que j'en avais marre des variantes de militaires classiques. Genre, j'ai pas une morpho adaptée pour le développer militaire aux haltères. Les machines, j'ai envie de dire pareil, avec mes pellicules longues, ça me faisait plus de tension soit dans la nuque, soit dans les épaules qu'autre chose, genre en mode des petites douleurs. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais tester le overhead press, jamais fait. Et franchement, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien, le feeling est bon. C'est moins, c'est sûr, un exo d'isolation, mais en complément des autres exos épaules, c'est pas mal, je trouve. Voilà, franchement, à faire une fois dans la semaine, c'est sympa. Clairement, c'est pas un truc que je placerai en priorité dans ma prog non plus, tu vois.
petite ED physique. Là du coup, troisième semaine de mini-cut terminée. Il en reste encore 2 du coup techniquement, ou une, mais bon voilà. Là j'ai perdu que 300 grammes cette semaine, alors que les autres j'avais perdu très vite du coup. Donc là je suis à 3 kg tout pile de perdu. En soi ça va, c'est toujours bien, toujours 1 kg par semaine, donc c'est bien en vrai. Donc on va essayer de rattraper un peu ça. Après, faut savoir que j'avais arrêté, techniquement la créatine j'avais arrêté parce que je n'en avais plus, je n'avais pas recommandé. Et là j'en ai recommandé, je l'ai reçu du coup cette semaine, donc je me suis remis cette semaine, donc ça a petite joué aussi sur le fait que j'ai perdu moins de poids cette semaine sur la balance parce que visuellement par contre j'ai vraiment d'avoir perdu du gras cette semaine justement. Donc je trouve qu'il y a une bonne différence par rapport à la semaine dernière. On va voir, aujourd'hui le pump il est très moyen parce que du coup j'ai un repas de moins dans le ventre, donc forcément moins de glucides et tout. Et même si j'ai contrebalancé un petit peu au niveau de mes macros sur les repas, bon ça contrebalance pas totalement. Mais du coup le pump est moyen. Mais en soi ça va je pense. On va voir ça. Clairement ils se voient. Les 3 kilos que j'ai perdu, après voilà on n'est pas encore très lean ou quoi. Hein. Clairement c'est. Au moins si j'arrive à maintenir après ce body fat là sur les mois qui me restent avant de partir en prépa, ce sera nickel. Je vais essayer qu'on voit les jambes un peu dans le plan. Ok. Ça va, si je me recule trop, je suis plus dans la lumière, du coup on va plus rien voir. Ok. Ce qu'il y a de bien le point positif, c'est que par contre, mes jambes sont restées plus lean en fait que avant prépa l'an dernier, donc au même poids. En fait j'ai tout pris sur le centre du corps. Mais par contre les jambes elles ont pas tant pris de gras que ça, sachant que là elles sont pas rasées du tout et tout. Je trouve que la définition est pas si mal. Je me dis si je les rase, peut-être je les raserai la semaine prochaine pour voir un petit peu. Mais tu vois j'ai l'impression d'avoir toujours quelques petites stries quadrilles. Voilà, je viens de faire le leg extension du coup c'est un peu flotteux mais normalement c'est pas mal. Bon allez, on va emballer. Faut que je file. Ma petite déficit comme ça vous voyez. Donc là actuellement 83 kg pour 1m71. Donc ça va en vrai, je trouve la condition est pas si mal. Mais c'est vrai que je suis un peu frustré parce que je suis toujours flotteux, enfin gras du ventre. Alors que le reste, si je compare à mes autres sèches, à ma prépa l'an dernier, c'est pas pareil. Genre vraiment, 83 c'est pas pareil. En fait je suis plus sec on va dire du haut de pec, etc. et même des jambes. Mais par contre je suis moins sec. Toujours du ventre, bas du dos un petit peu. Et bon ça c'est un peu énervant parce que moi je me focalise beaucoup là-dessus. Vu que c'est un peu un point faible chez moi les abdos et tout. Mais bon. C'est comme ça en soi, je pense que c'est des règlements hormonaux qui a fait que j'ai beaucoup stocké là. Et puis voilà quoi, c'est comme ça on fait avec. On fait avec, en tout cas là on va essayer de sortir voilà, une bonne shape tranquille. Encore 2 semaines de cut. Ensuite on sera tranquille pour quelques mois. Et après on repartira pour la prépa la vraie.